Bonjour à tous, Bonsoir. bienvenue dans ce webinaire. On est super content de vous retrouver. Pour certains, c'est une nouveauté. Pour d'autres, c'est une reprise suite au premier confinement. On est vraiment ravis de vous accueillir. Alors, vous voyez deux têtes exceptionnellement aujourd'hui. Donc, je suis Marie. Je vais vous présenter un petit peu ces grands vins bourguignons. Mais je vais pas le faire toute seule. Je vais être aidée de César, qui est justement d'origine bourguignonne, qui est en stage chez Cuvée Privé en ce moment et à qui j'ai demandé en fait de se joindre à moi ce soir parce qu'il m'en a appris beaucoup sur la Bourgogne. Je suis sûre qu'il vous en apprendra beaucoup aussi. Et parce que c'est un grand passionné tout simplement de cette région. Donc j'espère qu'il pourra avec moi vous transmettre sa passion. Bonsoir à tous, je vois que vous réagissez dans le chat. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas, si à un moment il y a quelconque problème technique, à le signaler dans le chat. Il est là pour ça. En attendant que tout le monde arrive, on va faire un petit tour des fonctionnalités de Livestorm, si ça vous va. Donc le chat, les questions qui vont vous servir à nous poser des questions qui ont rapport au contenu de la présentation. Voilà, une précision, quelque chose que vous avez peut-être mal entendu. N'hésitez pas, les questions sont là pour ça. On vous répondra à la fois par oral et aussi par écrit à ces questions-là dans la partie dédiée. Et vous avez aussi la partie sondage qui est l'inverse, donc c'est-à-dire les questions que nous allons vous poser pour voir si vous avez bien suivi et pour un peu situer la connaissance générale de l'Assemblée. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Le chat pour tout ce qui est un petit peu informel, les questions pour des choses un petit peu plus précises et le sondage pour interagir avec vous. Voilà, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. J'attends qu'il soit 19h03 et je vous partage la présentation pour qu'on puisse commencer. Bonsoir, on est vraiment ravis de vous retrouver nombreux ce soir. Ah, voilà, ma montre, il est 19h03, donc je vous partage les slides et on va pouvoir commencer. Alors, j'ai un tout petit problème de partage. Hop. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, vous pouvez nous le signaler dans le chat. Commençons par le commencement. Je vous ai rappelé un petit peu, donc Marie, cofondatrice de Cuvée Privé, et je vais laisser bien sûr César dire deux mots pour se présenter. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle César. Donc, je suis le stagiaire avec Marie en charge de la relation et des contenus au sein de QV Privé. Donc, les newsletters et ainsi que les articles de blog sont rédigés par moi-même et Marie. Je suis étudiant en Master 1, en Master 20 spirituel à l'École de commerce de Dijon. Et je suis de plus passionné par les vins et spiritueux et tout ce qui tourne autour de ces sujets. Merci beaucoup César. Donc vous verrez que César interviendra dans la présentation pour donner des précisions et présenter aussi les parties qui lui tiennent beaucoup à cœur. Donc on le retrouve dans quelques minutes. Pour commencer vraiment au cœur du propos, on va vous poser une question. Sur la totalité du vignoble français, quelle est la part du vignoble bourguignon? Donc là, vous allez pouvoir y répondre, bien sûr, dans la partie sondage. Je vous publie la question tout de suite. Je vous laisse répondre. Donc, à votre avis, est-ce plutôt 12%, 3% ou 8%? Avez-vous une petite idée de l'importance en surface du vignoble bourguignon? Donc, je vois que vous répondez assez vite. C'est assez partagé. C'est assez marrant. Alors, je ne vais pas vous faire beaucoup plus de suspense. On a une majorité des personnes qui ont répondu 8%. Et bien, en fait, c'est moins que ça. C'est 3% la bonne réponse. Donc, en surface, c'est vraiment très petit. Alors que, comme vous le savez, en renommée et dans la presse, sur les tables des grands restaurants, le pourcentage est bien plus élevé. Donc, c'est en partie ce phénomène qu'on va chercher à expliquer ce soir.
On peut peut-être commencer par prendre des nouvelles de la Bourgogne en cette année 2020 un petit peu particulière. Donc, en quelques mots, une crise du Covid-19 qui, contrairement à beaucoup d'autres régions, n'a pas frappé aussi fort la Bourgogne, qui a perdu seulement moins 2% en valeur de son chiffre d'affaires et moins 12% à date, hein, puisque bien sûr l'année n'est pas finie, en volume. Donc, on note une baisse, mais je peux vous le dire notamment, moi qui suis champenoise, par rapport à d'autres régions, ça n'est pas très important. En Bourgogne, l'année 2020, ça a aussi été marqué par la grande précocité. On a commencé les vendanges le 13 août et beaucoup de domaines ont fini les vendanges en août, ce qui s'était juste jamais vu, avec une vendange en quantité et en qualité très bonne pour les blancs et un petit bémol pour la quantité pour les rouges. Voilà pour l'actualité bourguignonne. Si on essaye maintenant de cadrer un petit peu le sujet, donc pourquoi les vins de Bourgogne sont aussi chers? Déjà, il faut savoir ce qu'est la Bourgogne. On va faire un petit rappel géographique viticole. Est-ce que la Bourgogne, c'est un vignoble homogène? C'est vrai qu'en Bourgogne, on a une grande tradition de cuvées monocépage, donc avec en rouge le pinot noir et en blanc le chardonnay. On vous a mis l'encépagement total. Donc, au total, on a 40% de pinot noir, 51% de chardonnay, ce qui laisse pas beaucoup de place pour les cépages qu'on va dire annexes, comme le gamay qu'on va trouver au sud de la Bourgogne, l'aligoté, un cépage blanc que vous connaissez aussi certainement, et d'autres cépages historiques comme le pinot blanc, le sauvignon dans certains endroits, le melon de Bourgogne, et petit clin d'œil, le césar, qui est un cépage rouge que vous allez retrouver au nord de la région. Donc, il y a une vraie unicité en fait de la Bourgogne à travers le cépage, parce que le cépage va définir beaucoup de choses dans le travail du vigneron. On va avoir des systèmes de taille identiques, on va avoir une maturité qui va arriver au même moment, et bien sûr, on va avoir un style de vin qui va avoir tendance à être homogène aussi, puisque la matière première est la même. Donc, on peut noter une certaine homogénéité. Ensuite, le terroir, est-ce qu'il est homogène? Il y a vraiment des caractéristiques communes qu'on peut tracer. Un sol argilo-calcaire, beaucoup, une exposition majoritairement sud-sud-est. Finalement, je pense que le plus grand point commun, ça reste le climat, qui est tempéré à tendance continentale, avec un ensoleillement moyen et une pluviométrie assez forte. Pourquoi c'est ça que je retiens dans l'homogénéité pour le terroir de la Bourgogne? Parce qu'en fait, ça va avoir pour conséquence une communauté de risques, donc les risques que porte la vigne, notamment en Bourgogne, dans cette région quand même assez septentrionale pour la vigne, le gel, la grêle et le mildiou, qui est un champignon qui vient de l'humidité et qui est directement lié aux précipitations. Donc on voit quand même que le destin d'un vigneron bourguignon, il est quand même lié à celui de ses voisins, de par le cépage travaillé, les risques auxquels il fait face, etc. Mais en fait, malgré cette unicité apparente, en Bourgogne, on a un effet de morcellement assez important. Et on parle non pas de grandes appellations sur toute une région, non pas sur tout un village, non pas d'un domaine, mais bien de climats, qui sont en fait un petit ensemble de parcelles qui ont une unicité propre. Unicité géologique, parce qu'en fait, c'est l'histoire tectonique de la Bourgogne qui a créé ce phénomène de climat. Climatique, et aussi du savoir-faire, puisque ce sont des endroits avec leurs propres traditions, leur propre vocabulaire même parfois. Donc pour la suite de la présentation, c'est très important de retenir ce terme de climat qui est en Bourgogne primordial et on va parler de ces lieux-dits, de ces climats, tout autant que des villages et que des endroits dans la tête des vignerons. Donc voici déjà un peu pour cette question de l'unicité de la Bourgogne. Si on va un petit peu sur la carte dans son ensemble, je ne sais pas si vous la connaissez bien, mais on a des sous-régions qui se distinguent. Donc en fait, c'est 250 km qui s'étendent du nord au sud, la Bourgogne, avec Chablis tout au nord, qui est vraiment une sous-région très particulière. Après, on a les côtes qui s'étendent, donc côte de Nuit, puis côte de Beaune, côte chalonnaise, et on arrive vers le Mâconnais et à l'entrée même du Beaujolais, tout au sud de la Bourgogne. Donc vraiment, voilà, des sous-régions qui ont leurs propres caractéristiques aussi. Dans ces sous-régions, on a
Mais là, on commence à se rapprocher un petit peu des origines de ces prix que vous trouvez chez vos cavistes ou que vous trouvez sur Internet des vins de Bourgogne. On a les différentes AOC. Donc les AOC, comme vous le savez, c'est les appellations d'origine contrôlée que vous retrouvez dans le vin et dans tous les autres produits de consommation en France et en Europe maintenant, sous la forme des AOP. En Bourgogne, il y en a plusieurs et elles ont des échelons. Vous avez tout d'abord, tout en bas, puisque c'est la plus nombreuse, l'appellation régionale Bourgogne. Donc, elle concerne, comme vous le voyez, des vins rouges, des vins blancs, donc les Bourgognes rouges, les Bourgognes blancs que vous avez l'habitude de consommer, mais aussi les rosés et les créments de Bourgogne. Vous avez des appellations villages, un peu moins nombreuses, mais encore très significatives, où là, ça va être vraiment la provenance d'un village en Bourgogne. Au-dessus, les premiers crus, où là, on parle vraiment à l'échelle du climat, hein, donc vraiment de l'ensemble de parcelles dans un village qui a été classé premier cru de façon historique. Et encore au-dessus, les appellations grands crus, qui sont au nombre de 33 et qui sont vraiment là la crème de la crème du vignoble bourguignon. Donc, cette hiérarchie qui commence à se dessiner, elle a quand même une grande part, notamment du fait de la rareté du haut de la pyramide, une grande part dans les prix stratosphériques que vous allez pouvoir rencontrer dans les magasins ou même directement dans les domaines. Alors, je vais juste regarder un tout petit peu les questions. Alors, la carte ne montre pas le vignoble de Lyon. Alors, en fait, le vignoble de Lyon, il est considéré comme étant dans la sous-région chablaisienne. Donc, c'était un grand ensemble. Mais on y reviendra parce que c'est un point intéressant et qui a fait sujet d'un débat récent dans la presse. Et je vois dans le chat, je crois qu'on est bon. N'hésitez pas, hein, donc je crois que François l'a fait juste après, a posé les questions bien dans la partie questions. Du coup, on continue. Cette pyramide des appellations qu'on a présentée à l'instant, elle se retrouve sur les étiquettes. Donc là, si on est au bas de la pyramide, on a l'appellation AOC Bourgogne, avec la mention de l'appellation Bourgogne et généralement le nom du domaine dès l'étiquette de face. Si on va un peu plus loin, les appellations villages, donc la Fissin est un village bourguignon, toujours le nom du domaine, mais pas plus de précision. Si on monte encore en gamme supérieure, Fissin premier cru, vous retrouvez le nom du village, le premier cru, le nom du domaine, mais aussi, on voit apparaître le nom du climat, puisque c'est ce climat clos du chapitre qui est classé premier cru dans le village de Fissin. Et vous voyez qui commence à voir apparaître cette pyramide qui monte petit à petit, avec bien sûr le volume qui s'amenuise jusqu'en haut. Et les grands crus, donc là une étiquette de Musigny Grand Cru, donc l'appellation c'est Musigny Grand Cru, la mention de Grand Cru bien évidemment, le climat et le nom de l'appellation là ils sont exactement pareils, et le nom du domaine tout en haut. Donc voilà un petit peu quelques clés pour lire une étiquette bourguignonne. Je vais laisser maintenant la parole à César qui va vous parler plus particulièrement de la Côte de Nuits et de la Côte de Beaune, puisque on va faire un grand zoom sur ces deux côtes qui produisent les vins les plus chers qu'on trouve en Bourgogne. Bonsoir à tous. Comme l'a dit Marie, la Côte de Nuits et la Côte de Beaune, c'est le lieu de production des plus grands vins de Bourgogne, en tout cas en termes de prix gustatif. Ça, c'est en fonction des goûts de chacun. Donc, la Côte de Nuits et la Côte de Beaune, c'est une seule côte qui se situe sur le département de la Côte d'Or, donc dans le 21. Vous la voyez ici en rouge et en marron sur l'image. Donc, on va commencer par la partie la plus septentrionale, donc la Côte de Nuits, qui s'étend de Dijon jusqu'à Corgolloin au sud. Donc, la Côte de Nuits est spécialisée dans la production de pinot noir à hauteur de 90% sur un total de 3775 hectares pour une production entre 8 et 9 millions de bouteilles pour les millésimes normaux. Dans la Côte de Nuits, on peut produire deux appellations régionales, l'AOC Bourgogne, qu'on peut produire partout en Bourgogne, et l'AOC Haute-Côte de Nuits.
On peut aussi produire 10 appellations communales, seulement dans ces communes, dont les plus connues sont Gevrey-Chambertin, Moret-Saint-Denis, Chambol-Musigny, Vougeot, Vaune-Romanée et Nuit-Saint-Georges. La Côte de Nuit abrite aussi 140 climats classés premiers crus, ainsi que 25 grands crus. On va en parler des grands crus parce que la plupart des grands crus rouges, 24 des 25 grands crus rouges, sont produits en Côte de Nuit. Les plus réputés sont le Chambertin, le Musigny, les Richebourg, la Romanée Saint-Vivant, la Romanée-Conti, la Romanée ou encore la Tache. Comme vous pouvez voir, ces noms de grands crus ont des similitudes avec les noms des communes. En fait, c'est les parcelles les plus réputées de chaque commune qui ont donné le nom de la commune, comme le Chambertin pour Gevrey-Chambertin, le Musigny pour Chambol-Musigny ou la Romanée-Conti pour Vaune-Romanée. On vient de parler de la Romanée-Conti, donc on va faire un petit zoom sur Vaune-Romanée qui est vraiment le joyau de cette côte de nuit. Donc c'est seulement 170 hectares de vignes. Pour vous remettre un peu en situation, un château comme le château Mouton-Rothschild à Bordeaux, c'est 100 hectares de vignes. Donc plus de la moitié pour un château à Bordeaux représente quasiment toute une appellation bourguignonne. Vaune-Romanée, c'est un joyau parce que grâce au mouvement des plaques tectoniques, la roche-mère affleure à certains endroits jusqu'à seulement 30 cm de la surface. Notamment, comme vous le voyez sur l'image, la partie mauve, où sont les grands crus, avec notamment la Romanée-Conti et la Tache, qui sont les grands crus les plus réputés. Donc cette appellation de Vaune-Romanée est un joyau. Vous l'avez en Côte de Nuit, vous avez aussi des premiers crus qui sont extrêmement réputés, voire des fois mieux réputés que certains grands crus où la production est plus large, comme le Clos Vougeot, par exemple. Vous avez les premiers crus qui bordent ces grands crus à Vaune-Romanée, donc les premiers crus au Malconsort, au Regnault et au Cros-Parentout, qui sont extrêmement réputés et qui sont des bouteilles qui se revendent très cher sur le marché. Et pour d'autres premiers crus dans la Côte de Nuit, vous avez les Chambol-Musigny, les Amoureuses, qui se situent entre le Clos Vougeot et le Musigny Grand Cru, ainsi que le Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques. Maintenant, nous allons parler de la côte de Beaune. La côte de Beaune, quand on pense côte de Beaune, on pense majoritairement au chardonnay, de par ces villages très connus qui sont Meursault, Puligny-Montrachet et Chassagne-Montrachet. Mais cependant, on produit en côte de Beaune 70% de vin rouge et 30% de vin blanc. C'est une appellation qui est 2 fois plus grande. La côte de Beaune est 2 fois plus grande que la côte de Nuit, avec 6400 hectares pour une production avoisinant les 16 millions de bouteilles. On peut toujours y produire 2 appellations régionales, l'AOC Bourgogne et cette fois-ci l'AOC Haute-Côte de Beaune. Il y a 18 communes qui sont autorisées à avoir l'appellation village, qui sont pour les plus connus en rouge Beaune, Pommard et Volnay, et pour les plus connus en blanc, comme je l'ai dit, Meursault, Puligny-Montrachet et Chassagne-Montrachet. La côte de Beaune compte aussi 336 climats classés premiers crus, ainsi que 7 grands crus. Donc en côte de Beaune, comme je l'ai dit, il y a 7 grands crus, et il y a 6 des 7 grands crus blancs. Le dernier grand cru blanc se situe à Chablis. Donc pour les grands crus, vous avez la colline de Corton qui est très connue, notamment pour le Corton qui est produit en rouge pour les vignes de Pinot Noir. Le vin produit sur cette colline va s'appeler le Corton Grand Cru Rouge. Et en blanc, ce sera le Corton Charlemagne. Les autres grands crus se situent sur la commune, sur les communes de Puligny et Chassagne-Montrachet. Ce sont le Bâtard Montrachet, le Criot Bâtard Montrachet, le Bienvenu Bâtard Montrachet, le Chevalier Montrachet, ainsi que le Montrachet. On va tout de suite après vous raconter l'histoire un peu folklorique de cette colline du Montrachet. Donc selon la légende, c'est une légende issue du folklore bourguignon, sur cette commune, il y avait un château dont le seigneur était appelé le Montrachet. Et ce seigneur voyait une jeune fille en relation extra-conjugale au Clos de la Pucelle, qui est la parcelle, comme vous voyez sur votre droite, voisine du Bâtard Montrachet. De cette union naquit un enfant illégitime, le Bâtard Montrachet. Vous voyez, les parcelles se font face en réalité sur le cadastre. Mais le seigneur, ayant eu un fils de son union légitime avec sa femme, qu'on appelait le Chevalier Montrachet, cependant, malheureusement, ce chevalier partit en guerre et décéda. Donc, du coup, le seigneur du Montrachet décida de reconnaître son enfant illégitime comme son successeur. Et les gens du village l'acclamèrent lorsqu'ils apprirent la nouvelle en disant « Bienvenue, Bâtard Montrachet ».
En restant plus réaliste, le mont Raché, on l'appelle mont Raché pour sa partie, donc c'est un mont, c'est une petite colline, et Raché qui vient de rachitique, c'est une petite colline protégée par les autres. Donc ça crée un climat différent là où la production des vins est meilleure. C'est pour ça que c'est en appellation crue. La partie centrale qui fournit les meilleurs vins est le mont Raché, qui est protégé au-dessus par sa partie supérieure, le chevalier Montrachet, donc le terme chevalier qui protège le Montrachet. Et dans la partie un peu plus en plaine, vous avez le bâtard Montrachet. De base, le bâtard Montrachet, c'était une seule appellation. On l'appelle bâtard parce qu'elle était complotée en pinot noir et en chardonnay. C'est-à-dire qu'il y avait les deux cépages. Donc la production était un peu bâtarde. C'était pas blanc, ni rouge. Et on s'est rendu compte qu'il y a la partie la plus dans la plaine produisait mieux et produisait en plus grande quantité parce elle faisait moins face aux aléas climatiques, le gel qu'on a un petit peu plus en altitude. Donc du coup, la production était bienvenue, elle était bienvenue par les gens du village. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé maintenant, on a créé une AOC qui s'appelle le Bienvenu Bâtard Montrachet. Et vous avez en face les pucelles. Les pucelles étaient le vin utilisé pour les mariages à Puligny-Montrachet, d'où le nom de climat des pucelles. Tout comme la Côte de Nuit, la Côte de Beaune possède des climats en premier cru qui sont extrêmement réputés et à des prix extrêmement élevés comme ces grands crus. Vous avez des communes qui ne possèdent pas de grands crus, notamment Pommard, qui est une commune extrêmement réputée pour ses grands vins rouges, et Volnay. Les meilleurs climats sont pour Pommard les Rugiens et les Grands Ethnos, pour Volnay les Caillerais et les Centenaux, et pour Meursault, qui est quand même l'icône du vin blanc bourguignon, les Perrières et le Genévrière. Dans ces climats énoncés, il y a deux climats qui pourraient être éligibles à la classification grand cru. Ce serait le Meursault-Perrière ainsi que le Pommard-Rugis. Alors du coup, je reprends la parole. J'espère que effectivement l'anecdote de Montrachet vous a plu. Vous avez deux solutions possibles pour expliquer le nom des appellations. Vous choisissez votre préférée. Moi, j'ai la mienne, hein. Elle parle de chevalier, de croisade et d'enfants. Donc après, libre à vous d'y croire ou pas. On vous a fait une deuxième petite question de sondage du coup. Donc, sur les 50 vins les plus chers du monde, combien sont bourguignons? Je vous la publie tout de suite. Alors, en attendant que vous répondiez à vos questions, je vais répondre à la question de Jean-Philippe qui nous demande pourquoi les parcelles, les climats en premier cru sur Pommard et Meursault ne sont pas classés grand cru. C'est compte tenu de leur surface de production. C'est des appellations qui avoisinent, notamment pour les Meursault-Perrières, les 20 à 30 hectares de production, et ce qui ferait une aire de production un peu trop grande pour être éligible à l'AOC grand cru. Et ces parcelles n'ont pas forcément besoin d'avoir le nom grand cru en plus. Seul leur climat perrière permet d'être commercialisé à travers le monde et d'être très recherché, très réputé auprès des amateurs. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, Jean-Philippe. Yes, super. Donc, du coup, on retourne à notre petite question de sondage. Donc, vous pensez majoritairement que 22 des 50 vins les plus chers du monde sont bourguignons. Eh bien, écoutez, la bonne réponse était 30. C'est assez impressionnant. Mais dans le classement des 50 vins les plus chers du monde, il y a 30 vins bourguignons. Et 13 des 20 premiers de cette liste sont également bourguignons. Donc, c'est assez impressionnant. Et on va voir un peu les facteurs qui expliquent cela. Je te laisse reprendre la main, César. Avant de commencer la troisième partie, il y a une question de Dimitri qui nous pose la question sur les 50 vins les plus chers du monde, combien sont français? La France domine ce classement à 90%, entre 40 et 45%, entre 40 et 45 de ces vins sont français, les Bourguignons en tête, suivis des Bordelais et ensuite des très grands champagnes. Et vous avez sinon des vins allemands, des Riesling allemands, ou sinon des vins italiens, ainsi que des vins du Nouveau Monde, surtout californiens. Donc voilà, nous allons maintenant tenter d'expliquer pourquoi ces prix sont si élevés.
Tout d'abord, la rareté. Comme on l'a dit au début, les premiers crus et les grands crus de Bourgogne représentent seulement 12% du vignoble bourguignon, sachant que le vignoble bourguignon représente seulement 3% du vignoble français. Donc, une bouteille de grand cru est produite sur 3000 bouteilles de vin français, donc, qui représente une infime partie de la production française. Et de plus, certains de ces grands crus ou premiers crus sont des monopoles, c'est-à-dire qu'un seul vigneron les exploite et les commercialise. C'est le cas avec la Romanée Conti, la photo que vous avez à droite sur les slides, où vous avez la mention monopole entre la collerette et l'étiquette, ce qui indique que qu'un seul vigneron produit ce vin. De plus, la Bourgogne est très représentée à l'international. La moitié de la production bourguignonne est vendue à l'export. 3 pays qui sont les clients, les importateurs historiques des vins de Bourgogne représentent à peu près 50% des exportations. Les premiers sont les USA avec 20% des exportations, le Royaume-Uni avec 18% des exportations et le Japon avec 9% des exportations. Alors, ces pays consomment le vin français. Alors, je vais vous l'expliquer. Les USA sont le premier consommateur de vin en France. Les USA sont le premier consommateur de vin au monde et ils ont un pouvoir d'achat. Donc, le vin de Bourgogne est très réputé chez eux et très prisé lors de grands dîners. Au Royaume-Uni, le Royaume-Uni est un des premiers marchés du vin français, comme les vins de Bordeaux ou les vins de Bourgogne, et aussi historique. Les vins de Bordeaux ont connu leur grande ascension grâce à la Grande-Bretagne. Et notamment le vin de Bourgogne aussi. Les grands vins blancs bourguignons sont très appréciés de nos voisins outre-Manche. Et de plus, le Japon, qui représente quand même 1/10 des ventes à l'export de vins de Bourgogne, parce que l'accord mets et vin, avec les typicités de la cuisine japonaise, se fait très bien. Les grands vins blancs avec les poissons crus, ou la viande de Kobe avec les grands vins rouges. Cependant, en Bourgogne, on voit depuis un certain temps certains marchés arriver, donc notamment la Chine et Hong Kong. La Chine devient un très grand pays consommateur de vin, notamment avec les vins de Bordeaux. Maintenant, les vins de Bourgogne commencent aussi à plaire en Chine. Donc, ça représente seulement pour le moment 3% des exportations, mais en croissance, ce pourcentage d'exportation augmente de 50% par an et tend encore à croître d'année en année, ce qui fera de la Chine, dans une dizaine d'années, un pays très puissant en termes d'importation de vins de Bourgogne. Maintenant, on va parler d'un tout petit pays, Hong Kong. Hong Kong, c'est seulement 1,5% des exportations, ce qui est énorme comparé au nombre d'habitants. Mais il faut savoir qu'Hong Kong n'a pas de taxe frontalière à l'import de vin. Et donc, c'est pour ça que vous avez 6,5% des exportations en valeur, parce que Hong Kong est la porte d'entrée du vin en Asie, et notamment la porte d'entrée des grands crus et premiers crus, ce qui explique les 6,5% les 6,5% d'exportation en valeur. C'est un haut lieu de la consommation de vin en Asie, mais aussi un haut lieu de l'investissement dans le vin et la spéculation. Marie y reviendra plus tard dans le webinaire. Ensuite, on peut expliquer ces prix via la réputation de certains domaines. Je vous ai mis sur la gauche les 4 vins les plus chers de Bourgogne, avec en tête la Romanée Conti, qui est le roi des vins de Bourgogne, qui s'affiche aujourd'hui sur un millésime standard à 14 000 €. Il faut savoir qu'une bouteille de 1945 a été adjugée à New York l'année dernière à 432 000 € pour une bouteille de 75 centilitres. On parle bien d'une bouteille, pas de Magnum, ce qui est complètement exubérant. Vous avez ensuite le Musigny du domaine Leroy qui est affiché à 9 000 €. Le Montrachet Grand Cru, donc un grand cru blanc du domaine Le Fleuve qui est affiché à 7 300 €, ainsi que le domaine Georges Roumier pour son Musigny Grand Cru à 6 800 €. C'est les prix de la revente, c'est pas le prix auquel le domaine le vend. Donc voilà, en Côte de Nuit, je vous ai mis 3 domaines, donc le domaine de la Romanée Conti, le domaine Leroy et le domaine Georges Roumier qui sont les plus réputés. On pourrait très bien citer le domaine Rousseau à Gevrey-Chambertin ou le domaine du Jacques à Moret-Saint-Denis. Vous avez aussi en Côte de Beaune, je vous en ai pareil laissé 2, c'est le domaine Le Fleuve à Puvigny-Morachet et le domaine Coche-Dury à Meursault. Mais vous avez aussi le domaine Arnohante ou le domaine Rouleau à Meursault qui produisent des vins qui se revendent extrêmement cher. Alors, vous avez aussi, de plus l'effet grand vignoble, vous avez aussi l'effet grand vigneron. On va parler de 2 domaines, donc le domaine de la Romanée Conti et le domaine Leroy. Donc tout d'abord, le domaine de la Romanée Conti, c'est 31 hectares de grands crus. 31 hectares, on va s'arrêter sur ce chiffre parce que 31 hectares de grands crus, c'est le seul domaine à posséder autant de grands crus.
En Bourgogne, la taille moyenne d'un domaine, c'est 6 hectares et ça représente les appellations régionales, village, premier cru et grand cru. La Romanée-Conti ne produit que des grands crus sur 31 hectares et possède 2 monopoles, qui sont la Tâche et la Romanée-Conti, qui font partie des 5 vins les plus recherchés au monde. Son propriétaire, Robert de Vilaine, est un personnage aussi emblématique de la Bourgogne parce qu'il a beaucoup œuvré à la classification des vins de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez ensuite le domaine Leroy. Le domaine Leroy, donc, qui était auparavant actionnaire majoritaire du domaine de la Romanée-Conti avant la création du domaine Leroy. Ils possèdent toujours 30% du domaine de la Romanée-Conti. Ils sont producteurs de 21 hectares de vignes, cette fois-ci sur différentes appellations, village, premier cru et grand cru. Et pareil, un personnage iconique de la viticulture bourguignonne est à la tête de ce domaine, c'est Laloubise Leroy, qui est dans le business du vin depuis 1955. C'est une dame qui approche des 90 ans et qui est la papesse de la biodynamie en France et même dans le monde, et encore plus en Bourgogne. Une femme qui fait de la culture biodynamique, c'est quand même une sacrée personne pour s'être imposée dans le milieu du vin dans les années 80. Ces deux personnes font la Bourgogne et font aussi les grands domaines, en plus de la qualité de leur vin. On peut aussi expliquer l'évolution des prix des vins de Bourgogne via les aléas climatiques de cette dernière décennie, notamment avec la grêle de 2012 et 2013 qui ont ravagé des fois jusqu'à 100% de la production des domaines, ainsi que le gel de 2016, un gel printanier en mai qui détruit les bourgeons. Il y a des photos à droite de l'écran, sur la partie droite de l'écran, où vous voyez des feux qui sont actionnés par des bougies ou des bottes de paille qui ont pour but de créer un voile de fumée pour empêcher les rayons du soleil de brûler le bourgeon gelé. En fait, c'est pas le gel qui tue le bourgeon, c'est le chaud-froid entre les rayons du soleil et le gel qui brûle le bourgeon. Et vous avez en dessous une photo à Chablis, où c'est le seul endroit autorisé en Bourgogne, où on asperge les vignes d'eau pour créer une sorte de cocon autour de ce bourgeon pour le protéger de ces rayons du soleil. Voilà, donc en fait, ces dépenses et cette perte de production, ça a entraîné beaucoup de pertes pour les domaines en termes de chiffre d'affaires. Donc on a augmenté les prix dans certains domaines, voire beaucoup de domaines, pour essayer de lisser cette perte de chiffre d'affaires sur les autres millésimes, qui, depuis le fameux millésime de 2016, sont plutôt très bons, notamment le 2018, qui a bien rempli les caves bourguignonnes. Voilà. La hausse des prix du vin entraîne une hausse des prix du foncier. C'est un cercle vicieux. Et la hausse des prix du foncier entraîne une hausse des prix des vins. Marie vous l'expliquera tout à l'heure. En quelques chiffres, en 2019, le prix moyen d'un hectare en Bourgogne, c'est de 6 millions d'euros pour un hectare de grand cru, 1,5 million d'euros pour un hectare de premier cru blanc, ainsi que 650 000 euros pour un hectare de premier cru rouge. Si on prend en compte les ventes les plus élevées, entre 2012 et 2017, le prix moyen de l'hectare en Bourgogne a bondi de 1444%, en passant de 492 000 euros à 6 840 000 euros à l'hectare. Alors, il y a très peu de transactions en Bourgogne, parce que c'est déjà très cher, et seulement les milliardaires ou les sociétés d'investissement, souvent étrangères, peuvent se positionner pour acheter ces domaines. On va le voir dans la prochaine slide. Donc, on va parler de 3 ventes qui ont été faites par des milliardaires. Donc, la première, c'est Bernard Arnault, le président du groupe LVMH. LVMH possède déjà d'autres châteaux, notamment à Bordeaux, le château Cheval Blanc à Saint-Émilion ou le château Yquem, ainsi que beaucoup de maisons de champagne. Donc, Bernard Arnault a acheté en 2014 le Clos des Lambrais, donc à Moret-Saint-Denis, qui est un grand cru de 8,7 hectares pour 100 millions d'euros. Ensuite, c'est en 2015 qu'un milliardaire américain, propriétaire du club de foot d'Arsenal ainsi que de plusieurs domaines viticoles en Californie, qui a acquis 80% du domaine Bonneau du Martret, qui est un domaine qui produit 11 hectares de Corton Charlemagne Grand Cru pour la somme de 135 millions d'euros. La dernière transaction en date est celle de François Pinault, donc l'ennemi juré sur le marché du luxe de Bernard Arnault, qui est devenu son voisin à Moret-Saint-Denis en achetant le Clos de Tard,
qui fait 7,5 hectares pour 280 millions d'euros. Ça représente 33 millions d'euros à l'hectare, donc au mètre carré, c'est bien plus cher qu'un appartement à Paris. Ce qui est intéressant sur cette dernière vente, c'est que le président de la République et le ministre de l'économie française ont dû intervenir dans cette vente parce que le PDG du géant chinois Alibaba s'était positionné pour racheter le Clotard pour une somme de 750 millions d'euros. Et c'est l'Élysée qui a décidé de vendre le clos à François Pinault pour que le clos reste dans un actionnariat français. Fort heureusement, il est toujours possible d'acquérir des grands crus bourguignons, surtout sur les appellations les plus grandes en surface, notamment le Corton Grand Cru ou le Clos Vougeot. Certes, les vins sont très chers, les vins de Bourgogne sont les plus chers en France actuellement, mais il y a des grandes disparités sur certains climats, notamment le Clos Vougeot, où vous allez avoir une bouteille du domaine du comte Ligier-Belair qui va être sur le marché de la revente à 3 300 euros contre 666 euros, excusez-moi, pour celui du domaine Sylvain Laché. C'est la même chose pour le Corton Grand Cru. Celui de Madame Leroy va être à 4 000 euros contre 70 euros pour celui du domaine Maldan. Donc, pour résumer, les 5 facteurs qui peuvent expliquer cette hausse de prix, ça va être la rareté, un marché mondialisé où les pays importateurs sont prêts à débourser de fortes sommes pour acquérir des vins de Bourgogne, la réputation de certains élaborateurs, les récents aléas climatiques et la hausse du prix du foncier. Avant de laisser la parole à Marie pour la 4e partie, je vois qu'il y a quelques questions. Notamment encore une question de Jean-Philippe. Merci pour votre question. Alors, pourquoi la technique de l'arrosage est autorisée uniquement à Chablis? Malheureusement, je ne saurais vous répondre. C'est l'AOC qui le décide. Peut-être que Marie va savoir. Oui, je sais. Merci beaucoup, César. Oui, pour vous répondre, Jean-Philippe, en fait, c'est pas une question d'interdiction, c'est plutôt une question de pratique courante, pour la simple et bonne raison qu'à Chablis et depuis des années, il y a une retenue d'eau qui a été créée sur la commune voisine de Chablis qui s'appelle Ben, qui est l'étang de Ben, et qui du coup permet d'utiliser en très grande quantité de l'eau qui est à disposition et qui a été mise là par les vignerons qui ont investi tous ensemble pour créer cette retenue d'eau artificielle en fait. Généralement, cette technique d'arrosage anti-gel, déjà elle est très coûteuse et assez pénible à mettre en œuvre, parce qu'il faut quand même aller allumer les tuyaux pendant la nuit et que je vous laisse imaginer toutes les 4 routes ou toutes les 5 routes avoir un tuyau d'arrosage qui reste, c'est quand même assez lourd pour les vignerons. Donc c'est utilisé que si c'est la meilleure solution dans des endroits extrêmement gélifs. Donc, Chablis, c'est une des régions qui craint le plus le gel de France, même la région. Et quand il y a une retenue d'eau à proximité, sinon effectivement, c'est interdit d'utiliser l'eau de la commune pour arroser ses vignes. Donc, voilà, en fait, c'est vraiment une question géographique qui crée cette pratique. Je crois qu'on a aussi un petit chat. Avec plaisir pour la réponse. Alors du coup, j'enchaîne. C'est vrai qu'on a vu avec César les différents facteurs qui impactent ce prix en hausse de la Bourgogne. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est pas forcément un phénomène que positif. On pourrait penser que c'est un phénomène qui enrichit la région. Eh bien, pas forcément. C'est aussi un phénomène qui la déstabilise beaucoup. Alors, tout d'abord, par ce problème du foncier que César a commencé à évoquer. En fait, la Bourgogne, c'est un vignoble encore assez traditionnel dans la répartition des domaines qui sont très familiaux et on a des domaines qui appartiennent encore beaucoup à leur famille exploitante, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions. Et donc, pour garder cette typicité, les domaines familiaux ont dû augmenter leur prix, notamment pour payer les frais de succession entre chaque génération. Ça paraît peut-être un peu absurde, mais c'est une réalité importante. Vous avez vu le prix
moyen des transactions, donc la valorisation des hectares qui sont possédés par les familles explose. Et quand il y a une succession, c'est à la fois des moments très difficiles, mais en plus financièrement et avec le notaire, on s'arrache un petit peu les cheveux. C'est ce que Cédric Clapiche, d'ailleurs, a mis en scène dans un de ses derniers films, Ce qui nous lie, où les trois personnages que vous voyez sur l'affiche sont trois frères et sœurs qui vont, pendant le film, essayer de trouver une solution et de ne pas avoir à vendre les parcelles qui leur ont été léguées par leur père qui vient de décéder. Cette histoire tragique, c'est une histoire qui se répète de plus en plus en Bourgogne et qui déstabilise vraiment les générations qui arrivent. Donc voilà, malheureusement, l'appel du grand investisseur, qu'il soit français ou étranger, il est là et en plus, il y a des raisons pour lui vendre. Un autre effet un petit peu déstabilisant, je dirais, c'est celui de la Bourgogne entière. On a beaucoup parlé avec César de la Côte de Nuit, de la Côte de Beaune, des premiers et des grands crus. Mais il faut comprendre que c'est un phénomène de fond en Bourgogne, cette augmentation des prix. Et ça fait que l'AOC régionale entière se démarque. En fait, vous avez des prix moyens de 10-20 euros pour un AOC Bourgogne, ce qui fait d'elle l'AOC régionale la plus chère en France. Et cette AOC, elle va être même assez souvent chez des cavistes ou dans le commerce, à des prix équivalents, en tout cas pour certains domaines, à des champagnes ou des appellations villages, comme par exemple Saint-Émilion à Bordeaux, etc. Donc on voit vraiment qu'on a un peu un effet de montée de la Bourgogne dans son ensemble. Du coup, l'ensemble de la Bourgogne, la région, suscite des convoitises. Donc, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le fameux vignoble de Lyon. En fait, en 2020, en janvier 2020, l'INAO a proposé une révision des frontières de l'AOC Bourgogne. Alors, ça venait pas de nulle part. En fait, les frontières de la région viticole Bourgogne, elles ont toujours été un petit peu fluctuantes et pas vraiment écrites sur un papier depuis la création de l'AOC. Toujours est-il que dans les faits et de façon pragmatique, on a créé des frontières, même si elles sont débattues par beaucoup. Et il y a eu un grand projet de révision qui visait d'une part à sortir de l'appellation Bourgogne un certain nombre de communes de Lyon autour de Chablis, donc qui n'auraient pas pu produire leur Bourgogne blanc habituel qui est très produit là-bas, et pour faire rentrer en fait des villages cette fois-ci au sud de la région, des villages qui étaient plutôt associés au Beaujolais, qui demandaient à pouvoir arracher du gamay, donc c'est le cépage traditionnel dans la région du Beaujolais, pour planter du pinot noir et produire du Bourgogne rouge, d'AOC régional, qui est plus valorisé à l'heure actuelle par les consommateurs. Donc, pendant la semaine de la sortie du Beaujolais nouveau, qui est cette semaine, et qui, bien sûr, va être très compromise par le Covid, je pense que malheureusement, les vignerons du Nord Beaujolais auraient peut-être aimé pouvoir produire aussi de l'AOC Bourgogne. Voilà, c'est un peu des réalités du marché. Donc, on a vraiment cette convoitise qui est autour, pas seulement des grands crus, des premiers crus, mais aussi bien de l'AOC régional. Et ça, c'est un peu inédit en France. Ce qui est intéressant, c'est que même en fait les voisins de la région Bourgogne commencent à regarder ce qui s'y passe, notamment dans les méthodes de travail. On a de plus en plus de cuvées parcellaires. Alors, je peux vous le dire, en Champagne, nous, on parle d'une bourgonisation un petit peu des pratiques. On fait des cuvées parcellaires, on met le nom des climats sur des étiquettes de champagne. C'est complètement inédit. On utilise aussi de plus en plus le fût de chêne. Il y a vraiment une mode du travail à la bourguignonne, en fait. Donc, je vous ai mis sur ce thème-là du débat avec le projet de l'INAO. Voilà, il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis. L'INAO m'a tué. Il y avait vraiment une forte gronde des viticulteurs à ce moment-là et beaucoup de pétitions qui ont été signées pour sauver le vignoble de Lyon qui aurait beaucoup souffert de sa sortie de la région viticole. Je regarde juste s'il y a des petites questions. C'est bon, on est bon, n'hésitez pas. Hein. Donc voilà, déjà ce phénomène global à la Bourgogne. Et ensuite, il faut comprendre que la Bourgogne, c'est une région qui fonctionne avec un système commercial un petit peu particulier, avec une grande importance du négoce. La plupart du temps, en fait, quand vous trouvez un vin bourguignon dans le commerce, à part si c'est un vin de vigneron indépendant, il sera passé par plusieurs mains.
Et donc, on a ces importants négociants bourguignons, souvent des maisons beaunoises avec plusieurs millions de bouteilles produites par an, qui vont aussi profiter du travail authentique et de grande qualité des différents domaines que César vous a cités pour produire sur les mêmes appellations des vins avec un volume plus important et profiter du travail de précision des vignerons réputés pour pouvoir eux-mêmes augmenter leur prix juste par la renommée de l'appellation. Donc là, on a une pièce de Corton. Voilà, c'est vrai pour tous les premiers grands crus, voire même les villages les plus réputés. Le travail vraiment très important des vignerons a aussi fait les beaux jours du négoce. Ce système de négoce, il n'est pas seulement facteur d'augmentation des prix pour ça, il est aussi parce qu'il joue son rôle d'intermédiaire. En fait, la plupart du temps, ils n'achètent pas des bouteilles, les négociants, ils achètent des fûts, ou en Bourgogne, on dit des pièces, et ce sont des négociants éleveurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si le prix de la bouteille augmente fortement, le prix de la pièce, lui aussi, il va augmenter fortement, voire même plus. Donc, à l'heure actuelle, on a des prix de pièces à 20 000 euros pour une pièce d'Échezeaux Grand Cru, 30 000 euros pour une pièce de Bâtard Montrachet. Et en fait, cette multiplication des intermédiaires fait que petit à petit, l'augmentation du prix s'aggrave et que le produit final est encore plus cher que ce qu'il aurait dû être. C'est assez intéressant et chez Cuvée Privée, on l'a remarqué aussi à plusieurs reprises en parlant avec nos vignerons bourguignons. Je vous ai mis ici une photo de Romain, qui est vigneron à Saint-Romain et aussi sur Puligny-Montrachet et Bâtard-Montrachet. Lui-même, il a pris la décision de ne pas mettre en bouteille ses Bâtards Montrachet et de vendre ses pièces de Bâtard Montrachet. Je crois qu'il en produit 2 à 3 par an. Il va les vendre au négoce parce que lui ne se sent pas capable de vendre des bouteilles aussi chères que le prix de la pièce le permettrait aux négociants. Donc voilà, on arrive dans un système où quand on est vigneron indépendant, parfois sur les très grandes appellations, ça vaut plus le coup d'aller vendre une pièce à un grand négociant que de mettre en bouteille soi-même et de faire l'effort de commercialisation. Voilà. Pourquoi tout ça? César a commencé à vous le dire tout à l'heure, à cause de la spéculation dont font l'objet les vins bourguignons. En fait, le vin, c'est un secteur d'investissement très lucratif parce qu'il y a une croissance des prix qui, chaque année, ne se dément pas. Les premiers crus augmentent en moyenne de 5,7% par an, alors que les grands crus, jusqu'à 10% par an. Donc, je ne sais pas si vous connaissez des investissements aussi lucratifs, c'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, si on les compare avec des investissements un peu plus traditionnels comme le CAC 40, par exemple, que vous voyez ici sur la courbe noire, on voit que l'investissement d'achat pour revente de vin, elle est extrêmement lucrative et notamment, comme par hasard, les vins bourguignons qui sont sur la courbe bleue, qui a le plus augmenté durant les 10 dernières années. Donc voilà, on a aussi une explication de ce phénomène d'augmentation des prix. Je vois qu'il y a une question. Alors, nous avons une question de Laurent sur le réchauffement climatique qui remet en question les cépages de moins en moins capables de résister. Est-ce que le changement de cépage pourrait augmenter encore le coût de revient? Non, je ne pense pas parce que si on change de cépage, c'est vraiment pour faciliter le travail du vigneron. Parce que la Bourgogne, elle a sa tradition de pinot noir. D'ici à ce qu'elle change, je pense qu'on peut attendre un petit peu. Et si jamais, un jour, peut-être dans plusieurs dizaines d'années, on venait à changer l'encépagement en Bourgogne ou dans les autres régions, ça serait que pour réduire le coût de revient normalement, puisque ça serait pour avoir des cépages plus résistants face aux fléaux, plus résistants à la sécheresse, etc., etc. Mais vous avez raison, on pense à la Bourgogne comme une région septentrionale, mais en fait, quand on voit qu'on a vendangé le 13 août cette année, même au nord de la France, on a de plus en plus de conséquences du réchauffement climatique, de plus en plus de conséquences visibles. Je reviens du coup à notre petit schéma autour de la spéculation sur les vins de Bourgogne et je voulais vous parler aussi du phénomène d'allocation. Donc on a parlé des prix des vins, mais en fait on ne parle pas d'un marché complètement ouvert ici. L'offre dans les domaines les plus réputés,
elle dépasse de plus de 100 fois, pardon, la demande dépasse de plus de 100 fois l'offre. Vous m'aurez compris. Donc le domaine, il se retrouve face à ce problème et il crée une liste de clients autorisés qu'on appelle les allocataires et qui vont chaque année réserver une petite partie de la production du domaine. Compte tenu des prix de vente, il y a quand même l'appât du gain qui pousse certains clients allocataires, qui sont pourtant normalement des clients de confiance, à revendre leurs bouteilles jusqu'à 15 fois le prix d'achat. Donc, il ne faut pas croire que le domaine de la Romanée Conti a complètement perdu le sens des réalités et vend ses vins à 14 000 euros, parce que ce n'est pas le cas. En fait, c'est le prix auquel vous allez les retrouver sur le marché de la revente. La plupart des grands domaines luttent contre le marché de la revente. Déjà, ils retirent les clients qui revendent alors qu'ils ne sont pas autorisés et ils essayent de tracer les bouteilles de façon très précise. Mais c'est un travail d'orfèvre et ce n'est pas toujours facile. Outre la revente, il y a aussi le problème de la contrefaçon auquel se confrontent les grands domaines bourguignons. Bien sûr, c'est encouragé par les grandes ventes aux enchères records. Il y a beaucoup de fraude et de contrefaçon. On vous a mis avec César un petit exemple de contrefaçon assez grotesque avec du Cabernet Sauvignon au domaine de la Romanée Conti. Donc, comme on a révisé ensemble l'ensauvagement traditionnel de la Bourgogne, je pense que vous avez tous compris qu'il y a un petit problème sur cette étiquette. Voilà, donc les grandes affaires de contrefaçon qui ont secoué le monde du vin, il y en a eu pas mal ces dernières années. En 2014, un Russe et un Italien ont été inculpés justement pour avoir reproduit les étiquettes des domaines Leroy et des domaines de la Romanée Conti, un préjudice quand même qui s'élève à 1,5 million d'euros. Le record, il est cependant détenu par un Américain avec 35 millions d'euros de vin contrefaits, hein, quand même. Et récemment, alors on ne sait pas si c'est pour la revente, etc., ou les enchères, mais il y a eu de plus en plus de vols dans les restaurants gastronomiques, que ce soit des restaurants gastronomiques autour de la Bourgogne et même dans le monde entier. On voit qu'on vient viser les grands crus de Bourgogne lorsqu'on pénètre dans ces restaurants. Donc voilà, bien sûr, hein, quand on a des prix aussi élevés, c'est pas très surprenant d'avoir tous ces phénomènes autour. Ah, alors. Tout à fait, Christophe. Même les bouteilles vides de la Romanée se vendent très cher. Oui, ce sont des objets de collection de toute façon. Donc, cette dernière partie de la présentation, pour un petit peu maintenant se poser des questions. On a fait beaucoup de constats ensemble, on a constaté l'augmentation des prix, ces facteurs, etc. Mais que faut-il en penser? Est-ce qu'on a un Burgundy bashing après le Bordeaux bashing qui va arriver? Alors oui, il commence à apparaître un petit peu, et ça pour plusieurs raisons. Bon, déjà, les rapports qualité-prix sont souvent défavorables. Vous me direz, quand on a des bouteilles à 14 000 euros, c'est très difficile d'avoir un rapport qualité-prix favorable. Les prix trop élevés, notamment pour le consommateur moyen qui a envie de se faire plaisir. Et un autre grand problème de la Bourgogne, seulement 10% des domaines sont certifiés bio, contre par exemple dans d'autres régions, 30% en Côte-du-Rhône. Donc là, on voit qu'il y a quelques points d'amélioration où les Bourguignons ont un peu de travail à faire. Bien sûr, quand on est autant mis en avant, la remise en question, elle n'est pas toujours évidente. Et donc, changer ses manières de faire quand ça fonctionne aussi bien, c'est pas chose aisée. Donc, une consommation réservée aux amateurs, le français, de plus en plus, peut-être pas encore le marché asiatique, mais le marché français, va se tourner vers des vins alsaciens, languedociens, des vins du sud-ouest, qui montrent un rapport qualité-prix exceptionnel. On voit en fait vraiment sur le marché du vin en France des tendances comme ça. Donc le trio de tête avec Bordeaux, la Champagne et la Bourgogne, bien sûr, reste au top avec les prix, mais on voit vraiment des régions qui montent. Par exemple, les Châteauneuf-du-Pape, dont le prix moyen commence à monter progressivement. Le Rhône Nord hein, aussi, Côte-Rôtie, l'Hermitage, Cornas, et aussi des vins du Sud comme Bandol, etc. Donc, on voit vraiment ce phénomène un peu de désamour, peut-être pour les plus traditionnels Bourgogne et Bordeaux, pour aller de plus en plus vers les rapports qualité-prix et les vins, les régions qui font des efforts environnementaux significatifs. Alors, je m'arrête pour publier ma dernière question de sondage et pour regarder vos questions. Donc, comment appelle-t-on les clients privilégiés qui accèdent chaque année au vin d'un domaine prestigieux?
Je vous laisse répondre. Je vous laisse répondre et du coup, je reprends la question. Donc, la question de Laurent sur le réchauffement climatique a été reposée en d'autres termes par Benjamin. Donc, l'INAO et les vignerons réfléchissent ensemble au changement d'encépagement pour le réchauffement climatique. Il y a même des commissions, en fait, c'est vraiment clairement dit, hein. Il y a des commissions qui sont désignées pour faire des études et il y a des pépinières d'études de cépages, ça c'est sûr et certain. Les contraintes pour le faire, c'est beaucoup l'arrachage, la concurrence entre les régions, pas forcément parce que c'est souvent des cépages oubliés en fait qu'on va rechercher un petit peu dans les tiroirs des grands-parents. Donc on va pas planter des cépages languedociens en Bourgogne, etc. Pour faire de la concurrence au Languedoc. C'est pas trop ce phénomène-là. Et on pourra soit arracher des vignes, soit faire une greffe sur la vigne préexistante, mais c'est assez fastidieux, donc la plupart du temps, on procède à un arrachage quand on change de cépage. Alors, est-ce que vous avez pu répondre à ma petite question de sondage? Oui, alors je vois qu'il y a quelques erreurs, mais quand même une grande majorité a retenu le terme d'allocataire. Je voulais faire une question sur ce terme-là parce que c'est vraiment un mot important quand on se promène en Bourgogne. L'allocation, c'est un petit peu le Graal pour le consommateur qui n'a pas ses entrées au domaine de la Romanée Conti. Donc voilà, le terme d'allocation, être allocataire, quand on est il s'agit de grands restaurants, de clients historiques, etc. Et c'est vraiment un phénomène important dans les grands domaines. Alors, pour finir, ensemble, les vins bourguignons valent-ils leur prix? On a débattu de leur prix, on les a expliqués, mais comment les juger? C'est une question forcément très subjective, hein. La Bourgogne a beau produire les meilleurs chardonnays et pinots noirs du monde, c'est assez difficile, comme le disait César tout à l'heure, de concevoir qu'une bouteille de 75 centilitres vaille plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est compliqué. Malheureusement, il faut vraiment comprendre qu'une grande partie de ces prix complètement stratosphériques, elle vient de la spéculation plus que de la volonté du domaine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et la Bourgogne, ça reste une région avec un savoir-faire, une tradition viticole hors pair. C'est souvent d'ailleurs une région qui crée des vocations et des passions. Quand vous allez dans les lycées viticoles, etc., on a beaucoup de personnes amoureuses de la Bourgogne. Vous avez un jeune amoureux de la Bourgogne, d'ailleurs, juste à côté de moi sur votre écran. Donc voilà, c'est une région qui reste quand même très particulière dans le cœur de chacun. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Voilà, donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour les questions, que ça soit à moi ou à César. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. J'espère que vous avez appris beaucoup sur la Bourgogne et ses crus et ses vins. Alors, je vois qu'on nous écrit, donc j'attends que les messages arrivent. Oui, donc Morgane précise. Déjà, vous allez recevoir, première très bonne surprise, Morgane, vous allez recevoir les slides de cette présentation par mail. Deuxième surprise arrive vendredi dans votre boîte mail. On n'y en dira pas plus. Avant que vous partiez juste, je vous mets notre dernière slide qui est notre prochain rendez-vous qui aura lieu le 1er décembre. Cette fois-ci, c'est Bernard Neveu, donc le chef sommelier du Bristol, qui travaille avec Cuvée Privée depuis quelques temps déjà, qui fera un focus sur les vins du Rhône Nord. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Merci à tous. Merci beaucoup. Ah, je vois que la partie question s'est allumée. Comment faire pour goûter un grand cru de Bourgogne quand on n'a pas le budget? Ah, ça, c'est une très bonne question, Anna. Est-ce que tu as des tips, César? Alors déjà, pour ce faire, je pense que si on veut goûter au grand domaine bourguignon, pour moi, ma philosophie, c'est un domaine doit produire le même vin, la même qualité de vin, de l'appellation Bourgogne à l'appellation Grand Cru. Donc il y a encore des vins de Bourgogne ou des appellations village qui sont certes assez chers,
mais qui sont encore accessibles. Et le meilleur moyen de se faire une idée avant de s'attaquer aux grands crus, c'est peut-être de goûter les productions de vins de Bourgogne ou d'appellations village de certains domaines très réputés, pour ensuite peut-être accéder aux grands crus un jour. Et sinon, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de réserver une belle table et de s'offrir ce soir-là un très grand vin qui sera accompagné avec la nourriture qui mixera parfaitement avec ce vin. Voilà. Oui, en tout cas, peut-être qu'un des conseils, ça serait d'éviter d'aller les acheter dans les restaurants gastronomiques qui vont prendre une certaine marge dessus. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le moins d'intermédiaires, le mieux pour votre porte-monnaie, bien sûr. On a aussi une question de Florian qui demande si les fûts de Bourgogne sont réutilisés pour les finitions de whisky et qu'est-ce que ça apporte de plus? Est-ce que ces fûts sont également hors de prix? Pour les très grands domaines, oui, c'est assez cher, hein. On parlait des bouteilles très chères, les fûts le sont également. Et oui, c'est utilisé pour les finitions de whisky. Alors, je ne saurais pas vous dire quel cépage en particulier et s'il y a des grands liens entre des domaines bourguignons et des grands whisky. Ça, je les connais pas. Je ne sais pas si tu as des informations, César, sur ça. Alors, il y a plusieurs distilleries en fait déjà présentes en Bourgogne qui au contraire importent le whisky et les lèvent dans d'anciennes barriques bourguignonnes. Vous avez par exemple le domaine Maldan, dont on a parlé pour son Corton Grand Cru, qui fait aussi beaucoup de spiritueux, notamment des whiskies et des rhums, élevés dans des fûts, dans leur propre fût de Grand Cru. Alors ça apporte sur les spiritueuses, je n'y connais pas assez, mais sûrement de la rondeur et peut-être un peu plus de texture. Mais sur la bière, ça se fait aussi beaucoup en Bourgogne, dans des fûts par exemple de Chassagne-Montrachet. On va élever des bières pendant un an et des bières vont se retrouver un peu entre deux mondes, entre le monde de la bière et le monde du vin, avec des arômes un petit peu beurrés que le fût va apporter à la bière. Donc voilà, c'est un échange entre deux mondes, mais un échange intéressant. Donc oui, les fûts s'échangent entre différentes professions dans le monde de l'alcool et des vins et spiritueux en général. On a une question de vocabulaire aussi de Christophe qui nous demande la définition d'un clos. Ben, un clos, tout simplement, c'est une parcelle fermée hein, par un mur. En plus, en Bourgogne, il y a beaucoup de murs ou de haies qui vont fermer les parcelles et bien définir physiquement les climats. Donc, vraiment, c'est la définition plus générale du clos. Après, pour faire un clos, c'est pas des agglos, il faut que ce soit essentiellement les roches provenant de la parcelle qui ont servi à faire le clos. Voilà, qui ont servi à faire le mur. Donc, attention, on ne remonte pas des restanques de Provence pour aller faire un clos en Bourgogne, ça ne marche pas comme ça. On a aussi une question de Jérôme qui est assez intéressante. Est-ce que les vignerons sont particulièrement riches? Indépendant, bien sûr, des domaines d'LVMH, hein, donc le vigneron bourguignon. Ben non, je pense que César pourra confirmer aussi de son expérience de ses visites. En tout cas, ils ont pas l'air s'ils le sont. C'est pas forcément des gens qui sont très riches parce que les prix importants, eux les voient pas. La plupart du temps, en sortie de domaine, les prix sont bien inférieurs à ce que vous allez pouvoir ensuite trouver à Paris ou sur les tables. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Ils ont pas forcément 100% des répercussions de ce phénomène-là, ce qui est peut-être un petit peu dommage puisque c'est issu de leur travail. Alors, je vais rebondir sur ce que dit Marie et ce que dit François. C'est quand même, en viticulteur en Bourgogne, on gagne très bien sa vie. C'est des gens qui vendent leur vin quand même à un prix décent et qui gagnent très bien leur vie. Mais comme pourrait le dire Marie, dans les traditions viticoles, c'est quand on a de l'argent grâce à notre vin, on va pas s'offrir des belles maisons ou des belles voitures, on va plus le réinvestir dans un nouveau tracteur ou une nouvelle parcelle de vigne si on le peut en Bourgogne. Ok. Pas trop de show-off alors, quand on n'est pas de LVMH. Il y a une question intéressante aussi de Jean-Marie qui nous demande s'il y a des seconds vins en Bourgogne. Bah, c'est un peu ce que disait César tout à l'heure. Finalement, on n'a pas ce phénomène de second vin comme vous pourrez le trouver à Bordeaux, mais la plupart des grands domaines travaillent sur plusieurs appellations. Et c'est rare qu'on laisse une appellation de côté en se disant on va la travailler un petit peu moins que le grand cru. La plupart du temps, quand on a une façon de travailler et un peu un savoir-faire, une directive de travail, on va produire des vins d'appellation village ou d'appellation régionale qui vont être aussi très hauts, pas forcément au même niveau des grands crus. Le terroir joue, mais avec un savoir-faire très important. Donc peut-être que c'est dans les différentes appellations du catalogue des domaines qu'il faut chercher, Jean-Marie.
Et je pense qu'on arrive au bout de nos questions. Ah, est-ce qu'il existe des primeurs en Bourgogne? Demande Dimitri. Alors, vous avez une seule forme de primeur en Bourgogne qui existe, c'est la vente des vins des hospices de Beaune, où la production du domaine des hospices de Beaune est vendue lors d'une vente aux enchères qui doit se passer le troisième week-end de novembre, donc le 15 en l'occurrence cette année, mais qui n'a pas eu lieu suite à la crise du Covid. Et les vins, donc, du coup, sont vendus, les vins de l'année sont déjà vendus et seront mis en bouteille entre 12 et 24 mois plus tard et envoyés à leurs acquéreurs. Voilà, donc c'est aussi un peu des icônes de la Bourgogne, la vente des hospices de Beaune. Je ne sais pas si vous connaissez. César nous prépare d'ailleurs un article de blog à ce propos. Donc si vous voulez en savoir plus, il sera prêt dans quelques jours. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le blog de QV Privé. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange riche à la fin. Ça fait très plaisir de voir que vous êtes autant passionnés que nous par la Bourgogne. On vous dit à dans 15 jours pour les webinaires de QV privé. D'ici là, on reste à votre disposition par mail pour toute question. Vous allez recevoir la présentation. Vous pourrez rebondir au mail avec grand plaisir. Bonsoir. Bonsoir, bonne soirée, merci. Au revoir, merci beaucoup.